Bien, Anglier, c'est où il fait bon vivre, je te dirais. C'est ça, où les gens sont généreux, autant de leur temps, autant de leur personnalité. C'est une place où on est bien. Bienvenue chez nous à Anglier. Alors là, je suis en compagnie d'une situation assez particulière parce que j'ai avec moi deux maires pour une seule municipalité, la municipalité La Verlochère-Anglier. Donc, Lina Pagne, mairesse de La Verlochère-Anglier, et Daniel Barrette, maire de La Verlochère-Anglier. Bonjour. 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 Alors, premièrement, on va expliquer un petit peu la situation. Pourquoi vous êtes deux avec moi aujourd'hui? Bien, quand on s'est regroupés, le 1er janvier 2018, dans le fond, on gardait nos postes de mairie. Donc, moi, étant donné que j'étais maire à Anglier et Daniel, maire à La Verlochère, donc on a gardé nos postes de maire. Donc, on est deux maires pour la municipalité, le temps qu'il y ait des prochaines élections. Donc, pour nous, ça va être en novembre. Et puis, comment vous avez arrangé tout ça, là, le fusionnement, le regroupement des deux municipalités ensemble? Bien, c'est un projet qui émane ça, depuis 2009. On avait commencé avec la municipalité de Saint-Eugène, Anglier et La Verlochère, on a commencé ensemble en essayant de regrouper des services, voir ce qu'on pouvait essayer de partager les trois municipalités ensemble et ainsi de suite. Puis, en 2013-2014, bien, à Saint-Eugène, ils ont changé de maire. Avant ça, c'était Hyacinthe Marcoux qui était là. Hyacinthe était très proactive dans cette chose. Après la suite, ils ont changé de maire. Et là, eux autres, ils ont décidé de débarquer avec nous autres un petit peu. Nous, les deux municipalités, on a continué ensemble. Puis, on s'est dit, bien, on devrait être capable d'aller un peu plus loin que ça, que de regrouper certains services. Ça fait que là, on a commencé à discuter pas mal, Lina et moi. Puis, on a amené ça à nos conseils respectifs, puis on a trouvé des avantages. Plus d'avantages que d'inconvénients, c'est sûr. Ça fait qu'on s'est dit, bien, essayons de regrouper, voir qu'est-ce qui va se passer. Et en 2017, c'est là qu'on a entrepris l'étude finale de qu'est-ce qui pouvait se faire. Puis, on a tout mis nos chiffres ensemble, voir s'il y avait des économies potentielles, s'il y avait des bénéfices, et ainsi de suite au niveau monétaire. Puis, on est arrivé à la conclusion que oui, on allait de l'avant dans le dossier regroupement. Le pourquoi qu'on est venu à cette décision-là d'aller de l'avant, parce que, tu sais, c'est pas arrivé de même du jour au lendemain. Oui, on a eu regroupé, mais ce qui arrive aussi, c'est qu'on voit de plus en plus une difficulté de trouver de la main-d'œuvre. Et aussi des gens qui veulent s'impliquer, des gens qui veulent siéger à nos conseils. Ce sont des postes qui sont de plus en plus exigeants. C'est plus difficile qu'avant. Il y a beaucoup d'informations. Il faut qu'on soit à l'affût de tout. Et après avoir essayé de trouver, moi, j'étais supposée de quitter parce que je voulais pas revenir à la mairie. Puis j'avais fait des téléphones pour essayer de me faire remplacer en tant que maire. Et j'ai même j'ai fait plusieurs approches et ça a été des noms catégoriques pour s'impliquer. Puis là, on disait, bon, là, oui, il y a une pénurie là de gens qui veulent s'impliquer dans le milieu municipal, mais au-delà de ça, il y a un problème aussi au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Premièrement, ce qu'on demande toujours, c'est des généralistes. C'est-à-dire, c'est des gens, il faut qu'ils soient bons dans tout. Bon, on s'entend que c'est plus difficile. Et quand on veut avoir des gens plus spécialisés, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'en avoir 2-3 spécialisés. Tu sais, dans une petite municipalité, c'est 1 ou 2 personnes. Donc, c'est là qu'on s'est dit, bien, si on veut spécialiser, si on veut avoir des gens qui soient capables de faire le travail qu'on leur demande, puis qu'on puisse aussi regarder pour qu'il y ait des salaires adéquats, bien, avec le regroupement, mais ça permet de dire, bien, on va prendre telle personne avec tel bagage, puis on va pouvoir s'assurer que cette personne-là va faire tel travail. Fait que c'est tout ça mis ensemble qui a fait en sorte qu'on a dit, bien, on va aller un petit peu plus loin. Puis, bien là, tranquillement, on est allé. On a fait des rencontres publiques. Les gens qui voulaient de l'information sont venus à nos rencontres publiques. On a toujours été très ouverts, Daniel et moi, pour répondre aux questions des gens. Puis, quand je dis gestion de changement, c'est majeur, mais ça en est. Mais on est des municipalités qui sont innovatrices. Donc, je pense que ça allait de soi que ce serait nous qui devions débuter, là. Une chose qu'on s'est assuré, c'est que pour les 3 prochaines années qui s'en viennent, c'est qu'on veut qu'il y ait au moins 3 conseillers de La Verlochère et 3 conseillers d'Anglier pour être capable de finaliser le regroupement. À cause qu'on a demandé aux gens de se regrouper, les gens étaient d'accord avec ça, je pense qu'on n'a pas le choix de continuer un prochain mandat, tous les deux. Est-ce que ce sera maire et conseillère ou tous les deux conseillers, conseillères, on le verra par la suite. Parce que là, c'est ça que je me demandais, il va y avoir un maire pour la municipalité La Verlochère-Anglier.
Oui, il va y avoir un maire pour la municipalité de Lavernoche-Anglier. Ce maire-là pourra provenir autant maire ou mairesse, il faut le dire. Ouais. Cette personne-là sera d'Anglier ou de Lavernoche. C'est les gens, la population qui décidera. Là. La population décidera qui veut bien y avoir. Donc là, Lina, ça va découvrir le secteur d'Anglier. Oui, on s'en va découvrir notre secteur. On y va? Oui. Oui, on y va. Anglier, on parle d'un village de combien d'habitants? C'est moins de 300 de population. C'est toujours, ça descend, ça remonte un petit peu, mais on est moins de 300 de population. Et selon toi, quelle est la plus grande force du village d'Anglier? Bien, je te dirais, c'est les gens qui sont fiers, c'est des innovateurs, c'est des gens qui n'ont pas peur d'avancer des projets. C'est vraiment des gens qui se mettent ensemble pour un but commun. Donc, c'est vraiment ce côté-là, je te dirais. Est-ce que les habitants du village d'Anglier ont un surnom? Comment est-ce qu'on les nomme? Bien, il y a un gentilé qui est Anglier-Anglière. Donc, ça, c'était le nom qui était nommé. Donc, les gens qui viennent d'ici, bien, c'était leur nom qui était donné. C'est pas super, mais c'était le nom qui était donné. Et puis, je pense que tu as un petit peu répondu à la question tout à l'heure, mais comment est-ce que tu les décrirais, les habitants d'Anglier? Bien, comme je disais tantôt, effectivement, ils sont généreux. C'est des gens qui sont fiers. C'est des bâtisseurs. Ce sont des gens vrais qui sont venus ici, qui ont bâti des choses, qui ont développé. Donc, c'est vraiment des gens qui n'ont pas peur, qui ont une force de caractère, qui sont là, puis qui perdurent dans le temps aussi. Là. Puis qu'est-ce qui est unique à la municipalité d'Anglier? Mais moi, je te dirais le côté touristique, la beauté, on est entouré d'eau. Tu sais, c'est une presqu'île. Dans les faits, peu importe où ce qu'on regarde, il y a toujours de l'eau qu'on voit. Donc, c'est son côté un peu différent des autres municipalités. Touristique parce qu'on a tout on a beaucoup de choses qui ont été développées et c'est un super coin, un super endroit. C'est beau. On a des attraits touristiques, les gens s'impliquent, les gens travaillent ensemble. Donc, je te dirais, il y a sa particularité. Lina, maintenant, on va parler de toi. Ça fait combien de temps que tu habites Anglier? Moi, ça fait 20 ans cette année. Je suis arrivée en 98, au mois de mai en 98. Puis, tu es originaire de? Saint-Hubert, sur la rive-sud de Montréal. J'ai resté à Amos quelques années, puis après ça, je suis arrivée ici en 98. Il y avait un travail, un emploi qui était offert au promoteur d'Anglier. Il demandait quelqu'un avec un bac en récréologie. Donc, j'ai postulé, j'ai eu l'emploi, je me suis envenue avec ma famille. OK, donc tu es arrivée ici vraiment pour le travail? Effectivement, pour le travail. Et puis, là, parle-moi un petit peu là, de ta famille. Tu as des enfants? Oui, bien c'est ça. Quand je suis arrivée, j'avais mes 2 enfants. Puis par la suite, j'ai rencontré une nouvelle personne ici. Et là, nous avons 4 enfants ensemble. Il y en a 2, j'en ai 2. Puis c'est ça, je me suis construit une maison. Tu sais, je suis arrivée ici. J'ai resté un petit peu dans une maison là, que quelqu'un me louait dans le rang. Et là, je cherchais un endroit. Il n'y avait pas de maison à vendre dans la municipalité. Ça a été très difficile. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé de me bâtir. Donc, on a défriché la parcelle, on a fait construire une maison, puis c'est ça, je me suis établie ici. Et puis, maintenant, ça fait 21 ans? 20 ans. 20 ans. 20 ans cette année. Et puis, Lina, là, tu as résidé à Anglier pendant combien d'années avant de devenir mairesse? Bien, je suis devenue mairesse, on fait seulement 9 ans. Bien, ça fait déjà 9 ans, je devrais dire. Ça fait déjà plusieurs années. Comme j'ai dit, au départ, j'étais au promoteur d'Anglier, puis j'étais bien impliquée. Puis j'étais vraiment dans le développement aussi. Donc, je m'occupais des sites et attraits, puis Draper, Chantier de Gédéon, aussi la centrale Première Chute au niveau des visites. Puis par la suite, j'ai commencé à enseigner au cégep. Au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, donc j'ai commencé à donner des cours dans l'attestation d'études collégiales en tourisme et en gestion d'entreprises agricoles. Puis par la suite, c'est là que je me suis dit que, tu sais, vu que j'étais déjà dans le développement, je voulais aller un petit peu plus loin, donc c'est là que je me suis présentée à la mairie. Puis justement, parle-moi un petit peu de ton métier. Tu as l'air d'être assez polyvalente. Oui, bien là, aujourd'hui, je suis conseillère pédagogique pour le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, mais on a affilié avec la commission scolaire Lac-Témiscamingue pour le service de formation aux entreprises. Donc, je travaille pour le service de formation aux entreprises, cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, commission scolaire, ensemble.
Donc, je suis conseillère à la formation. Donc, c'est un grand titre pour dire tout ça, mais toute formation que les gens veulent vivre ou ont besoin peuvent faire appel à moi. Et moi, je vais m'organiser pour que la formation vienne ici, au lieu que ce soit toujours nous qui soient obligés de se déplacer, qu'on puisse emmener le formateur ici puis que les gens puissent faire la formation ici, c'est-à-dire au Témiscamingue. Tu as l'air aussi assez accroché à ta région. C'est quoi qui a fait en sorte que tu es tombée en amour comme ça avec la région? Bien, moi, j'ai vraiment tombé en amour avec la région les premières fois que je suis arrivée. Au-delà de la beauté, c'est la facilité d'avoir accès à plein de choses. C'est le fait, les gens, la proximité des gens, la facilité de communiquer avec les gens aussi. Puis j'ai vraiment embarqué, puis mon cœur est vraiment ici, là. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de postuler pour devenir mairesse à Anguilly? Bien, moi, j'ai décidé de mettre mon nom comme candidature parce que je voulais que ça change. Je voulais avancer des projets. Puis je me disais, bien, si je veux que ça change, bien, il faut que je m'implique. Et c'est là qu'est venue la décision de mettre ma candidature. Lina, c'est quoi les plus grandes valeurs, les valeurs les plus importantes pour toi que tu prônes le plus dans ton village? Bien, moi, il y a au niveau familial, toutes ces valeurs familiales, d'intégrité, d'honnêteté. Je dirais aussi au niveau changement, parce que si on veut avancer, on n'a pas le choix, on passe par du changement. C'est pas toujours facile, mais j'y crois beaucoup. Puis aussi, le partage, l'entraide, je trouve que pour moi, c'est super important. Puis c'est ce que je vis, entre autres, dans l'ensemble du Témiscamingue, mais encore plus au niveau ici, au niveau du secteur d'Anguilly. Moi, quand je suis arrivée ici, juste petite anecdote, là. Quand je suis arrivée ici, j'étais allée à l'épicerie, puis je cherchais quelque chose, un produit particulier. Et je regardais, puis il y a une dame du village qui me demande, est-ce que tu cherches quelque chose? Puis là, je dis, un produit que je cherche. Elle m'a dit, attends, j'en ai chez moi, il n'y en a pas à l'épicerie. Mais elle est partie chez elle, elle cherchait, puis je dis, non. Mais elle est arrivée avec le produit, puis elle me l'a donné. Fait que j'ai dit, oui, ça s'appelle, tu sais, quand on n'a pas quelque chose, on fait appel à la population, puis elle est là. C'est beau. Oui. Et puis, en tant que mairesse, c'est quoi les plus grands défis que tu vis, toi, dans ton quotidien, dans ton secteur anguillier? Bien, je te dirais, le plus gros défi, c'est le fait que les gens ne distinguent pas le fait qu'on soit un élu puis le fait qu'on soit la personne. Souvent, peu importe où qu'on va, mais là, je vais parler en général, mais même moi, quand je vais quelque part, mais automatiquement, on dirait qu'il faut toujours qu'ils viennent par rapport à l'élu. Ça n'a pas été fait. Ça. Oui, mais là, je suis un élu, mais j'ai le droit d'être Lina partout. J'ai le droit d'aller à l'épicerie, puis en tant que Lina, j'ai le droit d'aller. Mais on dirait que ça, c'est difficile pour les gens. C'est l'élu, elle est là. Donc, s'il y a un problème, bien, elle est là, on va y en parler. Ça, je trouve ça difficile, cette distinction-là. On dirait que les gens mettent tout dans le même panier. Et c'est lourd. C'est la partie la plus lourde. Là, je parle en tant qu'élu, mais c'est la même chose au niveau des employés aussi. Il y a ce bout-là que les gens ont de la difficulté de faire la distinction. C'est dommage parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens ont le moins le goût de s'impliquer parce qu'ils sont toujours, peu importe ce qu'ils vont faire, ils sont toujours l'élu. Fait que c'est plus dans ce sens-là, je te dirais. Ça, c'est un gros défi. L'autre défi qu'on a, c'est au niveau avec les ministères aussi. T'sais, on doit travailler avec les ministères, c'est pas toujours évident. Il y a des règles, tout ça. Puis on a plusieurs ministères qu'on doit travailler avec. C'est pas toujours facile. Donc, je te dirais que ça aussi, c'est des défis de tous les jours. Fait que je te dirais que c'est les deux gros défis majeurs là, que moi, je vis par rapport à ma réalité. Là. C'est Mme Rosida Goupé-Falardeau qui est présentement avec moi ici. Puis, juste avant de débuter, je vous dirais que j'ai rencontré Rosida quand j'ai commencé à travailler pour les promoteurs d'Anguilly. Elle faisait partie du conseil d'administration. C'était la présidente. Puis, je pense dans les 2 premières journées que j'ai commencé à travailler aux promoteurs d'Anguilly, il y a quelques années, en 98, Rosida est arrivée au bureau et elle dit « Bon, elle dit là, tu t'en viens? » Elle dit « On s'en fait la tournée. » J'en s'en fait la tournée. Elle dit, ben oui. Elle dit, on a embarqué dans sa voiture, on a fait l'ensemble des rangs et elle m'a conté toute l'histoire du village et des rangs. Elle me dit où est-ce qu'il y avait la gare à Geoffroy, les maisons, les dépanneurs. En tout cas, on a fait l'ensemble du village. Je suis arrivée au bureau, j'avais la tête pleine d'informations.
Mais ça a été vraiment là, mon coup, je dirais mon coup de cœur, parce que c'est là que j'ai dit, il y a une belle histoire en Angly. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire en quelle année est-ce que le village Angly a été fondé? Oui, il me semble que c'est en 40. C'est en 42? Mais ça a commencé en 1920, autour de 1920, que les gens ont commencé à venir s'établir ici. Entre autres parce qu'il y avait de la construction, la centrale rapide des 15, et il y avait la CIP aussi, la construction. Il y avait le train aussi, hein? Oui, c'est ça. Le train, il venait revirer Andlier. Oui, c'est ça, le CP, ouais, le Canadien Pacifique qui venait ici, puis était dans la fin de la construction. Donc, les gens ont commencé à habiter ici pour pouvoir, dans le fond, travailler. Et on était associés avec Saint-Eugène. Donc, on faisait partie de Saint-Eugène. Et c'est, comme Rosita dit, autour de 44, que là, le conseil a décidé de dire, on va faire en sorte que Saint-Viateur d'Angly devienne une municipalité. Et là, ils ont commencé à faire des démarches pour qu'en 45, officiellement, la municipalité devienne la municipalité d'Angly en 45. Mais c'est pour ça qu'on parle, on a fait le 75e anniversaire, mais on a fait le 75e anniversaire en parlant des débuts des gens qui sont arrivés à Angly. Mais il aurait fallu peut-être parler de quand il y a eu officiellement le nom de Angly en tant que municipalité, qui était en 45. Comment ça s'est passé, la colonisation d'Angly, la fondation d'Angly? Mais c'est ça, les gens arrivaient par train. Par train, oui, c'est ça. Les gens arrivaient par train. Pas de chemin. Non. Non, il n'y avait pas de chemin. C'est le train. On arrivait au village. Mais Rosita, c'est une personne qui est restée est arrivée dans les premières, sa famille, dans les premières, dans les rangs. Oui, à Geoffroy, Oui, c'est ça. À Geoffroy, oui, c'était une petite place, là, à 1 kilomètre, 1 mille de chez nous, là. Puis il y avait une gare, il y avait un bureau de poste, il y avait un magasin. Fait que, on se déplaçait à pied. Et puis, Geoffroy, ça, c'est quoi? Il y avait un projet par rapport à ce village-là? Je ne sais pas pourquoi ça s'est appelé Geoffroy. C'est peut-être en l'honneur de Monseigneur Geoffroy, qui a déjà été évêque. Monseigneur, oui. Puis ce que Rosita me racontait, c'est que quand elle a décidé, sa famille, ou les jeunes décidaient de venir au village, mais ils prenaient le train parce qu'il n'y avait pas de route, pas de chemin. Ça nous coûtait 25 cents. Oui. Et puis, les gens arrivaient par train, mais c'est quoi la motivation à venir s'établir à Angly? Est-ce qu'il y avait... Mais c'était surtout pour le travail. Il y avait, entre autres, il y avait de la drave. On va aller le visiter tantôt, le Théâtre Draper, mais il y a toute l'histoire qui est rattachée au Théâtre Draper. Et la drave est un endroit où ce que les gens travaillaient. C'était un emploi qu'il y avait. Les gens allaient dans les chantiers. Il y avait la construction, comme je disais, de la centrale rapide des 15, le chemin de fer qui se terminait. C'était la fin. C'est ici aussi que les gens arrivaient en train pour pouvoir aller coloniser, entre autres, Rimini, Moffett, Guérin. Et même, ils partaient d'ici pour aller jusqu'à Rouen, travailler dans les mines. En 1923-24, il y avait c'était le plus gros... boom? Un boom, mais il y avait un Laurentide Air... il y avait en tout cas un endroit d'hydravion. C'était un lieu où les hydravions allaient, parce que les gens partaient d'ici pour aller ailleurs, soit à Libery, soit à Rouen, comme je vous dis, dans les mines. C'était vraiment là que c'est comme parti dans les années 20, là, parce que là, il y a eu ce boom-là avec l'arrivée du chemin de fer et le terminus, parce qu'il était ici, là, c'est la fin. Il y avait la Norton Québec Power, là, pas loin, là, chemin de rapide des îles, mettons, là. Je sais pas si ça dit quoi, là. Bien ça, la Norton Québec Power, ils faisaient l'électricité. Avant Hydro-Québec, l'électricité, c'était eux. Puis là, c'était en train de se construire. Puis c'est le chemin, dans le fond, le chemin que nous, on appelle Giovanni, qui est en sortant du village à gauche. Il y a un grand chemin. Donc, c'est dans ce chemin-là. Puis il y avait justement des personnes qui restaient et demeuraient dans ce chemin-là, puis qui s'occupaient de la centrale qui était là, du barrage, là. Savez-vous, c'est qui les premières familles qui sont arrivées à Angly? Hier, là, un Coulomb. Bien, il y en a plusieurs. Mais c'est ça, on en a identifié beaucoup, puis on finissait plus d'en avoir parce que, étant donné que beaucoup de monde est arrivé ici,
sais, comme je disais à Rosilda, la famille Goupé, il y avait 15 enfants, donc dans les rangs, c'était une des familles importantes. Mais là, on regardait, puis il y en avait d'autres, entre autres, le premier maire, ça a été M. Coulombe, Conrad Coulombe. Fait que j'ai dit, bon, bien, fait que, il y avait ces gens-là. Puis il y a plein d'autres personnes aussi qui sont arrivées par le train, puis qui ont décidé de rester, puis se sont établis. Mais là, on avait des noms, on n'arrêtait plus de finir. Fait qu'on a dit, bon, bien, écoute, on sait pas quelles sont les premières familles, mais il y a plusieurs familles. Puis je pense, en dedans de 10 ans qu'on regardait, il y a une 60aine de familles qui sont arrivées. Mais moi, je suis née, j'ai toujours resté Andlier. Je suis née en Andlier, puis je pense que je vais mourir en Andlier. Pouvez-vous me décrire, là, de votre point de vue, tout le changement qu'a vécu le village d'Anglier? Ah, il y en a vécu beaucoup, mais d'autres, on était d'un rang. Fait que, tu sais, on venait à l'école au village, mais comme l'école Andlier, là, ça a été la première école centrale au Québec. Tu sais, c'est quelque chose, ça, là, au Québec. Ce que ça veut dire, École centrale du Québec, c'est que les gens des rangs circulaient, ils venaient au village, à l'école. C'est une seule école pour l'ensemble. Au lieu d'avoir... Parce qu'avant, il y avait des écoles de rang, puis une école au village. Mais tandis que quand on parle d'une école centrale, qui était la première, tu sais, quand je dis qu'on était un village innovateur, créatif, c'est dans ce sens-là qu'on a toujours fait ça, des choses différentes. Puis Anglier, avec le curé Simard, a décidé de faire cette école-là, ce centre... Bien, c'est cette école-là qui était la première école centrale du Québec. Il y avait 6 classes. Non, j'ai commencé ma 3e année, mon village. Avant, on était dans les rangs. Comment tu faisais pour te rendre au village, pour venir à l'école? Bien là, on avait des transports, là. C'était quoi les transports? Bien, c'était M. Racine. Puis il y avait des autos. Puis on était empilés dans les autos. Ah oui? Oh oui. Je te dis que c'est pas comme c'est aujourd'hui, là. Des fois, on était 20 dans une auto, là. On était cordés, un par-dessus l'autre, là. Dans des autos comme on a maintenant? Oui. Oui. Puis l'hiver? C'est en snow. En snow? Oui, en snowmobile. Ça, c'est une motoneige? Ça, c'est bien plus gros qu'une motoneige. C'est des grosses motoneiges qu'on voit avec plusieurs sièges, tout ça. Mais c'est avec ça qu'ils voyageaient des rangs pour venir au village. Le canton, là, d'Anglier, là, puis des rangs, c'est Bobby. Fait que nous autres, comme on était dans les rangs, on se faisait appeler les bobinettes. Oui, les Bobby. Puis on haïssait bien ça. Fait qu'il y avait des petites chicanes, hein? Ah oui, il y avait des... Ben, pas des petites, là, des grosses chicanes, des fois. Surtout les gars, là, Tu sais, les adolescents, là, nous autres, ils prenaient moins que nous autres, les filles, on était plus calmes un peu, tout de bien, là. Mais, ça bardassait des fois, là. Donc, ça bardassait entre les gens qui habitaient là? Oui, avec ceux des rangs. Parce que se faire appeler les Bobby, là, de toute façon, nous autres, on savait que c'était le canton. C'était pas juste les rangs qui étaient Bobby, là. C'était le village avec, là. Mais tu sais, il embarquait juste les rangs, là, dans le Bobby, là. Est-ce qu'il existe des anecdotes marquantes propres au village d'Anglier, que ce soit des événements heureux, des événements plus tristes, quelque chose qui a marqué le village? Est-ce qu'on a mentionné tantôt, un des gros événements, c'est la construction de l'école, la première école centrale. Ça, c'était majeur. Ah, oui. Ensuite, le fait qu'on avait une église qui était derrière l'épicerie, que maintenant, tu sais, quand elle était trop petite, il y a eu un feu, bref, ils ont décidé de ne pas la reconstruire. Puis ce qu'ils disaient, c'est, au lieu de dire « on reconstruit », bien, le curé Simard, dans le temps, a décidé de dire « bon, on va le mettre à même l'école ». Donc, ça a été repatrié à l'école. Puis ça, c'était des éléments majeurs parce qu'une église, dans chaque village, il y a une église. Et nous, ils ont pris la décision de ne pas mettre l'église où ce qu'elle est, de ne pas la rebâtir, mais de le mettre directement à l'école. Fait que c'est quand on parle au niveau de l'histoire, c'est des éléments différents. C'est encore là. C'est encore là. La messe de minuit et tout ça, là, c'était à l'école. Les mariages, n'importe quoi, là, c'est toujours à l'école. Mais Rosilda, une des premières, on parlait de mariée, tout ça, c'était la première femme mariée en Anglier. Oui. Avant, c'était juste des hommes. OK. Puis moi, j'étais la première femme. On avait le curé Velquette, là. C'était bien de chum avec nous autres. Alors là, Lina, tu peux-tu m'expliquer où est-ce qu'on s'en va?
On s'en va visiter le site du Tea Draper. C'est un élément majeur anglier. Il a été reconnu bien culturel en 1979, donc ça fait longtemps qu'il est là. Pendant des années, il a travaillé, ce draper-là, ce Tea Draper-là, sur le lac. Et quand il a eu terminé en 1972, il y a des gens de la municipalité qui se sont mis ensemble pour créer un comité, qui est la Corporation des promoteurs d'Anglier. Puis à partir de là, bien, ils ont fait l'acquisition du Tea Draper. Et puis toi, Anglier, est-ce que ça constitue un attrait touristique important? Bien, c'est l'attrait principal au niveau touristique. Là, c'est l'attrait principal. De toute façon, quand on arrive, on ne peut pas le manquer. On arrive sur le barrage et on le voit. Donc, les gens qui arrivent de Rouen ou les gens qui passent pour aller vers Rouen, bien, ils ne peuvent pas le manquer. Là, c'est sur la 391, donc ils n'ont pas le choix, ils le voient. Puis, est-ce que c'est important, cet attrait-là, pour le village d'Anglier, côté économique? Bien oui, parce qu'on est un village touristique et c'est sûr que le Tea Draper, bien, vu que c'est un attrait majeur, ça va chercher des fois jusqu'à 4000 personnes. À partir de la fin des années, des années scolaires des enfants, il commence à y avoir des groupes scolaires qui viennent visiter. Puis après ça, bien, il y a les gens, la population qui passe. Là. Puis si on parle là, de tourisme vraiment à Anglier, est-ce que tu décris ton village comme ton secteur d'Anglier comme un secteur touristique? Oui, bien, c'est un secteur touristique. C'est ça qu'on disait aussi. Tu sais, ici, c'est vraiment touristique. Puis c'est l'une des raisons pourquoi les commerces sont encore ici, sont encore ouverts. Je pense que c'est grâce aux touristes. Bien, c'est Cathy Frézère qui est la directrice des promoteurs d'Anglier, donc qui s'occupe du Tea Draper, chantier de Gédéon et aussi de la centrale Première Chute, des visites de la centrale Première Chute. Mais dans le fond, ici, ce qu'on voit à l'arrière, le remorqueur de bois Tea Draper et le hangar, qui est un site, dans le fond, c'est qu'on parle de la drave et du flottage du bois au Témiscamingue dans les années 1929 à 1972. Donc, on peut vraiment, à l'intérieur du hangar, on peut voir, dans le fond, les marchandises qui étaient utilisées pour le ravitaillement des camps de drave et des remorqueurs de bois. Et ensuite, on se rend directement à bord du remorqueur de bois pour voir, dans le fond, le dur labeur et le travail des draveurs qui étaient sur le lac des 15 dans ces années-là. Puis ici, qu'est-ce que les gens peuvent faire quand ils arrivent ici? Bien, dans le fond, c'est que c'est ça, on leur offre la visite du site du remorqueur et du hangar. Puis, ça dure environ 1 heure, faire la visite. Et ensuite, on a un deuxième site, dans le fond, qui est complémentaire et qui se rattache vraiment à la drave et le flottage du bois, qui est les camps de bûcherons, dont le chantier Gédéon, qui représente 5 camps de bûcherons dans les années 30-40. Donc, les gens peuvent aller le visiter aussi après la visite du Tea Draper. Cette visite dure environ 30 minutes. Oui, dans le fond, à tous les jours du 18 juin cette année jusqu'au 7 septembre inclusivement, j'ai 5 guides même qui sont sur place, pas à tous les jours, mais il y a toujours des guides qui sont ici en permanence pour accueillir les gens. Les sites sont ouverts de 10h à 18h à tous les jours. Puis c'est ça nous fait un plaisir d'accueillir les gens et de leur présenter notre magnifique histoire de l'empereur des 15, le Tea Draper. Cette année, exceptionnellement, je vous dirais qu'on a une très belle saison touristique parce qu'on a refait, dans le fond, on a repeinturé le remorqueur de bois Tea Draper à l'automne dernier. Et il est très beau, effectivement. Il est impressionnant. Là, on est fiers et heureux de pouvoir le présenter aux gens. Et oui, on a beaucoup, comme vous pouvez voir en ce moment, il y a des groupes, des camps de jour, il y a des visiteurs au travers. C'est très achalandé à tous les jours. Beau temps, mauvais temps, on a des gens qui viennent nous visiter. Ça apporte beaucoup à la municipalité d'Anglier et autant aux gens de l'extérieur du Témiscamingue, dans le fond, parce que les gens qui viennent nous visiter, bien entendu, ils vont au restaurant, au casse-croûte, au dépanneur, épicerie. Ils profitent même de la halte municipale, du parc municipal. Fait que c'est bénéfique pour tout le monde et même les environs parce qu'ils vont visiter d'autres sites touristiques et d'autres attraits, restaurants, etc. Alors là, Cathy, est-ce qu'on fait une petite visite rapide du Tea Draper? Oui, je suis partante. On y va? Suivez-moi.
maintenant, on va parler d'économie, d'entreprise. À Anglier, est-ce que vous avez plusieurs entreprises? Bien, on a quelques entreprises. Entre autres, on a les commerces, différents commerces. On a le dépanneur avec la station d'essence. On a l'épicerie. On a le restaurant, le casse-croûte, tout récemment Vert-Forêt aussi. Et bien sûr, Équipement Cardinal qui est ici, qui est majeur ici pour le secteur d'Anglier. Majeur de quelle façon? Bien, majeur parce qu'il emploie beaucoup de monde. Il y a autour d'une trentaine d'employés ici, donc qui travaillent. C'est important là, pour une petite communauté. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des moteurs économiques de la municipalité, cette entreprise-là? Bien, moi, je dirais oui. Parce que quand ils sont arrivés, bien, c'est ça qui a un peu stabilisé aussi au niveau de notre économie. Puis c'est un employeur majeur chez nous. Puis peux-tu m'expliquer c'est quoi Équipement Cardinal? Oui, bien, on va aller dans l'origine. Originalement, Cardinal, c'était une usine au niveau de tout, c'était les équipements forestiers. Donc, il y avait entre autres, ils ont créé une scierie portative. Puis en 84, c'est ça, en 1984, Gaétan Bernèche, l'un des frères Bernèche, a été rencontré pour voir à la possibilité de se joindre à une équipe, à 2 autres personnes, pour créer cette usine ici. Et après discussion, bien, il a décidé avec ses frères de se joindre. Et en 84, ils ont commencé. C'était plus petit que ça au départ. C'était une petite entreprise qui faisait de l'usinage. Ils fabriquaient aussi là, des petites mini-séries puis de la réparation. Puis là, Lina, tu as apporté avec toi là, des archives, si on veut, là, de cette entreprise-là. Bien oui, j'ai parlé avec un des frères Bernèche qui m'a remis quelques archives que quand ça a débuté, donc le premier, c'est M. Bernèche, Gaétan Bernèche, qui était vice-président au niveau manufacturier, puis que c'est lui qui s'est joint, dans le fond, à Cardinal et qui a eu l'idée, entre autres, de développer cette usine-ci. Puis ici, bien, il parle, c'est ça, c'était un journal dans le Témiscamien, comme quoi que les équipements forestiers, bien, il y a un défi des frères Bernèche, parce qu'en 84, c'est eux autres, ensemble, qui ont travaillé pour démarrer ce qu'on voit aujourd'hui, là, Cardinal. Et puis, maintenant, bien, ça a changé de propriétaire. Je pense que l'entreprise a vécu quelques changements. Oui, bien en 2015, il y a eu un changement de propriétaire. Donc, il y a eu Carrie Bernèche avec M. Pascal Labranche qui ont fait l'acquisition maintenant de Cardinal. Donc, ce sont les nouveaux propriétaires. Et aussi, on fait l'acquisition de Sawquip, qui est aussi une usine de sciage, parce que c'est une entreprise, dans le fond, qui est vraiment là, dans le domaine du sciage. Puis là, c'est sûr qu'ils essaient de se diversifier un petit peu. Donc, entre autres, dans les mines, ils font des petites choses. Tu sais, ils ont des petits contrats ici et là, mais ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est au niveau de tout ce qui est des petites séries. Là. Pourquoi est-ce que cette entreprise-là est importante pour le village d'Anglier? Bien, comme je mentionnais tantôt, il y a beaucoup d'employés. Donc, en tout, là, parce qu'ils ont 5 pôles, OK, le Cardinal. Ils ont 2 pôles en Ontario. Anglier, c'est le siège social. Et ici, à Anglier, c'est, dans le fond, c'est là où il y a de plusieurs employés. Parce qu'en tout, ce qu'on me disait, c'est qu'il y avait une 50aine d'employés, mais ici, qui travaillent à l'usine Anglier, il y en a entre 20 et 30. Ça dépend toujours des travaux ou des contrats qu'ils ont, parce que ça va toujours par contrat. Fait que plusieurs employés. Et veut pas, ces gens-là, bien, ils se déplacent pour venir à Anglier. Donc, ils utilisent les différents commerces qui sont ici. Il y en a qui habitent ici, il y en a qui demeurent à proximité de leur travail. Donc, c'est ce qui fait rouler notre économie. Puis, il y a des gens de l'extérieur, parce qu'ils achètent ici. Mais ces produits-là sont aussi exportés à l'extérieur de notre région. Fait que c'est important. Ça a une importance là, pour Anglier. Puis là, ici, on conçoit, on dessine, on prépare pour toutes des petites pour des séries. Puis aussi, ils font de la réparation. Ils n'ont pas peur de partir à l'extérieur pour faire les réparations. Ici, c'est vraiment un tout compris là, quand on fait affaire avec les gens d'ici. Puis il aide aussi, on parle de tout au niveau de la série, mais comme on dit, ils se diversifient aussi. Ils essaient de se diversifier. Puis quand il y a des besoins au niveau des gens du Témiscamingue qui ont des besoins précis pour faire du machinage, mais ils peuvent aussi faire les demandes ici, puis ça se fait aussi. Fait que des choses précises qu'ils peuvent faire. Je sais qu'au niveau de la municipalité, il y a des fois qu'on regarde avec les équipements Cardinal pour
faire des choses qu'on a besoin sur mesure. Ils nous ont beaucoup aidés aussi au niveau de la municipalité, soit à nous aider, entre autres pour les jeux d'enfants qui sont en fer, ça vient d'eux autres. Donc, ils ont été très présents, puis sont encore très présents au sein de notre communauté. Ici, on parle d'économie en général, pas d'économie, mais plus d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a de la place ici à Anglier, dans le secteur Anglier, pour de nouvelles entreprises? Bien oui, il y a toujours. Ça dépend toujours dans quel domaine. C'est pour ça que, entre autres, Vert-Forêt s'est tout récemment ajouté, qui était dans notre ancienne caisse, qui est malheureusement partie. Mais c'est ça, mais s'il y a des gens qui ont des besoins, justement, qui ont le goût de partir des entreprises, le but premier de la Corporation de développement économique à Anglier, c'était ça, c'était de soutenir, d'aider, de bien diriger les gens qui veulent partir une entreprise, des futurs entrepreneurs. Donc, c'était ça le mandat premier. On le tient toujours. C'est sûr que ça ne court pas les rues, mais s'il y a quelqu'un, par hasard, qui avait un besoin, bien, la Corpo était là pour venir en aide à cette personne ou à ce groupe-là qui aurait une intention. Là. Quand je t'ai demandé de parler d'une personnalité, bien là, une personnalité, c'est dur à choisir dans un petit village comme ça. Oui, parce que il y en aurait plusieurs. Puis là, j'ai décidé, au lieu de dire une personne, j'ai dit, bien, pour moi, ce qui fait là, ce qu'Anglier est aujourd'hui, c'est les gens qui se sont impliqués dans les organismes, dans les comités. Donc, pour moi, c'était eux autres que je voulais juste faire un clin d'œil et dire, bien, c'est tous ces gens qui se sont impliqués anciennement et qui s'impliquent encore aujourd'hui. C'est eux autres qui font aujourd'hui qu'Anglier est ce qui est aujourd'hui. Qu'on parle autant des comités, on a parlé de comité sport et loisirs, qu'on parle des promoteurs d'Anglier, de la Corporation de développement économique d'Anglier, l'entraide qui est toujours important, la fabrique, l'âge d'or, le comité bibliothèque, l'éducation populaire. Bref, tous les comités, j'en ai peut-être oublié, mais il y a des gens qui donnent du temps pour leur comité. Puis, ça ne se compte pas en quelques heures. Là. C'est plusieurs heures cumulées. Donc, j'avais la misère à dire comment une personne pourrait se démarquer. Oui, il y a des gens qui sont partis ici, qui ont fait des choses ailleurs. On pense à Mario Peluso, qui est originaire d'ici. Mais ça reste que je ne pouvais pas dire une seule personne. Il fallait que je pense à l'ensemble des gens qui s'impliquent. Parce que s'impliquer dans une communauté, puis surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'en trouver des bénévoles. Mais s'impliquer, c'est une partie d'eux-mêmes qui donnent. Donc, pour moi, c'était important que je le mentionne. Qu'est-ce que ça apporte à la communauté, justement, ces gens-là, leur implication? Bien, pour la communauté, bien, ça fait en sorte qu'on a accès à plusieurs services, plusieurs activités qui coûtent des fois rien. Ça permet aussi aux gens de pouvoir être fiers de ce qu'ils font. Les gens qui font du bénévolat, entre autres, avoir une fierté, c'est important de donner, puis d'en faire partie d'un comité, puis de mettre sa passion, puis son intérêt dedans. Puis je pense que c'est ça qu'il faut souligner. Puis on va toujours chercher quelque chose. Tu sais, quand on fait du bénévolat, que ce soit d'autres amis, on trouve des gens avec des intérêts communs, que ce soit au niveau de s'impliquer, puis de pouvoir participer à des choses, c'est important. C'est important autant pour le social de la communauté que pour l'individu aussi qui y participe. Parce qu'on a de plus en plus tendance à aller vers l'isolement, mais c'est un moyen de contrer cet isolement-là, entre autres. Parce que ton village, comment tu le décris? Comment tu décris les gens, justement, qui participent au comité? C'est un village, beaucoup, les gens sont prêts, les gens veulent s'entraider, ils veulent avoir de la vie. Là. Oui, mais c'est ce qu'on voit, parce que dans les comités, ils sont encore là. Il y a encore des gens. C'est sûr que là, on dit toujours la même chose, c'est toujours les mêmes qui s'impliquent. Il y en a qui s'impliquent beaucoup, beaucoup. Il y en a d'autres un peu moins. Mais moi, ceux qui s'impliquent, je trouve qu'ils mettent beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis je pense que c'est regagnant au bout du compte. Puis effectivement, si un jour il y a des difficultés ou des problèmes, bien, on est capable, l'ensemble de la communauté, de dire, bien, on se prend en main puis on aide cette personne-là. Je pense qu'il y a ce côté-là qu'il ne faut pas oublier. Puis comme je vais leur dire, les gens sont de plus en plus individualistes aujourd'hui avec les tendances plus avec les réseaux sociaux. Les gens sortent moins, les gens sont moins à l'extérieur, sont plus individuels. Bien, je pense que c'est encore plus important aujourd'hui de favoriser ça pour justement briser cet isolement-là.
Bon, est-ce que les gens vont embarquer? On espère toujours que nos comités vont continuer, qu'il va y avoir une relève dans nos comités parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus âgés. Je pense que le comité exceptionnellement, c'est le comité sport et loisirs, que je pourrais dire que c'est un comité jeune dynamique, mais à part ces comités-là, ça vieillit, puis il y en a là-dedans qui ils seraient prêts à laisser leur place, mais il n'y a pas de relève. Fait que c'est ce bout-là qui manque. C'est là qu'il faut encore dire aux gens, vous allez gagner quelque chose en vous impliquant. Là. Présentement, on est au parc municipal, donc qui est un petit peu mon coup de cœur aussi, parce que quand je suis arrivée à Anglier, la première fois, j'ai arrêté ici avec mes enfants, puis j'ai regardé le barrage, puis j'ai dit « wow! » Dans plein milieu d'un village, on a un barrage. Juste pour vous donner l'information, dépendamment où est-ce qu'on reste dans le village, quand on est couché le soir, on entend ce bruit-là. Il y a du monde qui paye pour avoir des bruits comme ça, des bruits de fond, et nous, on a juste à ouvrir les fenêtres. C'est merveilleux. Donc, c'est vraiment ce cachet-là. C'est sûr que là, il est en rénovation. Ça va faire la 5e année. On a hâte que ça termine, mais ça reste que c'est un beau cachet. C'est dans le village même. C'est merveilleux. Ce lieu-là, en général, le parc, le barrage, qu'est-ce que ça représente pour les habitants du village d'Anglier? Bien, c'est un endroit où c'est un lieu de rassemblement, je te dirais. C'est-à-dire la Saint-Jean, c'est un lieu où le soir, les gens peuvent se retrouver. On a un abri aussi couvert. Fait que ce que ça permet de faire, cet abri-là, c'est si il pleut, entre autres, bien, les gens peuvent s'y installer puis sont à l'abri. Fait que c'est agréable. Pour les gens qui vont visiter le Draper et le chantier de Gédéon, c'est-à-dire les sites théâtrés ici, bien, ça leur permet, ils peuvent arrêter, pique-niquer ici. Puis s'il pleut, comme je vous dis, ou s'il fait trop ensoleillé, bien, ils peuvent y avoir accès sous l'abri. Fait que c'est vraiment intéressant. On a les salles de bain qui ont été installées aussi. Puis tranquillement, bien là, ça va faire quelques années, on a un terrain de camping aussi qu'on a... oui, un terrain de camping qui est juste à côté du parc en sortant. Et puis... c'est la Corporation de développement économique d'Anglier qui a décidé de prendre en charge ce camping-là. Donc, en même temps, mais ça fait des revenus pour développer davantage ce camping-là, ce terrain-là. Puis les gens, comment est-ce qu'ils font s'ils veulent aller faire du camping justement à ce terrain-là? Bien, dans le fond, à chaque année, la Corporation de développement économique essaie d'avoir 1 ou 2 étudiants. Cette année, on a un étudiant avec une personne aussi pour venir en aide quand la personne n'est pas là, qui vient collecter les personnes qui prennent place. Le but de ramasser ces fonds-là, ces sous-là, c'est qu'on veut tranquillement emmener une ligne à eau, peut-être même l'électricité sur quelques terrains. Donc ça, c'est un projet futur, mais là, il faut commencer quelque part. Donc ça, c'est le but qu'on s'en va. Et les gens arrivent, ils se stationnent et il y a une personne qui passe pour aller les collecter et donner de l'information aussi. Parce que les personnes qui y vont, qui rencontrent les gens, bien, ils leur disent qu'on a la possibilité d'aller visiter le Théâtre, le chantier de Gédéon. Là, maintenant, avec une nouvelle entreprise aussi qui est Vert Forêt, donc on leur donne des dépliants. On leur donne aussi de l'information sur... les salles de bain, au niveau du triage aussi, au niveau des déchets. Tu sais, je veux pas, nous, ici, on favorise ça. Donc, on donne cette information-là aux gens qui viennent s'installer. Puis, il y en a beaucoup qui aiment ça jaser, ils sont en vacances, fait qu'ils sont contents, fait qu'ils jasent, puis ils sont bien heureux d'être ici. Puis, il y a le camping, il y a les gens qui peuvent venir pique-niquer. Est-ce qu'il y a d'autres activités possibles de faire ici, à ce lieu-ci? Bien, avant, je te dirais que les gens venaient beaucoup pêcher. Là, avec la clôture qui est installée, avec les travaux, les gens c'est moins possible, mais tout autour du lac, c'est-à-dire, je dirais du réservoir, parce que c'est le réservoir des 15, tout autour, on voit souvent le soir les gens à pêcher. Parce que c'est une activité, un attrait que les gens font beaucoup. C'est une activité que les gens font, c'est-à-dire aller à la pêche. Et le soir, dès que ça commence à faire un petit peu noir, il y a beaucoup de monde sur le bord de l'eau qui sont là pour pêcher. Et puis, bien, j'imagine là, pour les enfants aussi, les familles. Bien, on en voit. On voit des enfants qui sont en train de jouer. C'est ça, étant donné c'est un parc aussi, donc c'est important d'avoir des activités pour enfants. Il y avait moins de jeux avant, mais là, avec la fermeture de l'école, on a rapatrié les activités, les jeux qui étaient au centre communautaire ici. Donc, ça fait un peu plus diversifié là, comme jeu pour les jeunes. Il y a aussi, là, comme je disais toujours, on est un village touristique. Puis pour nous aussi, tout ce qui est historique est important. Donc, on a aussi installé, quand on est arrivé, on avait demandé à Hydro-Québec, si je ne me trompe pas, de faire l'installation quand ils se sont débarrassés de
turbine et le rotor, de pouvoir les installer ici. Et là, comme vous voyez présentement au parc, il y a le rotor, il y a la turbine qui est installée. Et il y avait aussi anciennement, bien là, on les a enlevés pour le temps des réparations du barrage. Mais il y avait des panneaux aussi au niveau hydroélectrique, puis du barrage, puis du travaux publics. Donc, ça avait un peu d'informations sur, dans le fond, Hydro-Québec sur les centrales hydroélectriques. Là, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est qu'en attendant qu'ils terminent, c'est qu'on a demandé, quand ils ont défait le barrage, bien, il a enlevé des poutrelles puis tout ça, on a demandé s'il y avait la possibilité de garder le chariot-treuil pour pouvoir mettre ça en valeur. Parce que dans l'ancien barrage qui était construit en 1909, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse au moins garder ce cachet historique-là? Donc, on a fait installer aussi le chariot-treuil qui est aussi mis en valeur. Puis dès que les clôtures vont être enlevées, dès qu'on va pouvoir prendre possession de notre parc, mais là, on va pouvoir avoir accès, les gens vont pouvoir circuler autour. Lina, à chaque année dans ton secteur anglier, il y a un événement assez important qui se passe, le Festival du Poisson. C'est quand que ça a lieu? Le Festival du Poisson, c'est la deuxième fin de semaine en février. Donc, puis en 2019, ça va être le 50e anniversaire. Donc, oui, déjà, ça va faire 50 ans. Ça a été créé en 1969. Les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'au départ, c'était pas aussi organisé que c'est l'est aujourd'hui. Mais au départ, c'était des gens qui faisaient un tournoi de pêche, je vous dirais ça de même. Puis le poisson qui était pêché était cuit sur place, puis était distribué. Donc, c'était comme ça que c'était démarré. Puis tranquillement, après, 2-3 ans par la suite, ce qui est arrivé, c'est que le comité de sport et loisirs d'Anglier, donc qui s'est créé, avec sa charte et tout, ont décidé de reprendre cette partie-là, donc le Festival du Poisson. Et là, c'est devenu un événement de plus grande envergure où ça s'est échelonné sur 2 jours. Et il y a eu des activités, entre autres hockey sur bottine, bien, la pitoune. Après ça, ça a été changé pour le jog curling. Il y a eu, durant la fin de semaine, samedi, dimanche, c'était la vente du poisson. Donc, les gens pouvaient passer, aller s'acheter une assiette de poisson, qui est encore très populaire aujourd'hui, cette assiette-là. Et il y avait de la musique le soir. Et il y a quelques années, il y a eu recommencé aussi à avoir le tournoi de pêche aussi sur le lac, qui est de plus en plus couru. Puis les gens aiment ça. C'est familial. Quand je dis que c'est une valeur qu'on prend, c'est familial, convivial. Puis c'est un endroit où les gens sont contents de venir chercher une petite assiette de poisson. Puis sont habitués. On dirait que ça va avec. Puis c'est une belle activité hivernale. Moi, j'aime bien l'hiver, donc ça fait partie d'une belle activité là, durant l'hiver. Et puis, ce festival-là, pourquoi c'est important pour, si on veut, l'économie d'Anglier? Bien, c'est sûr que durant cette fin de semaine-là, il y a plusieurs personnes qui passent ici, que ce soit autant des motoneigistes, que ce soit des gens là, qui viennent en véhicule. Ils arrêtent dans nos commerces, ne veulent pas mettre d'essence, puis ça. Donc, ça fait rouler l'économie. Puis c'est près de 4000 personnes qui passent, donc c'est pas négligeable. C'est beaucoup, beaucoup de population qui vient nous voir en une fin de semaine. Pour nous, économiquement parlant, c'est très intéressant, là. Puis de quelle manière est-ce que la municipalité d'Anglier collabore à cet événement-là? Bon, c'est sûr qu'avant l'événement, la municipalité, dans le fond, donne un coup de pouce, c'est-à-dire pour préparer le stationnement. C'est des bancs de neige, donc tasser la neige, s'assurer de mettre pour faire l'emplacement. On prépare aussi le terrain. Au niveau des salles, on leur laisse les salles, les différentes salles qui sont dans le bâtiment. Ce qu'on fait aussi, bien, ce qui était fait aussi au niveau des élus, c'est-à-dire que quand j'ai commencé mon premier mandat, nous, ce qu'on avait dit, le conseil, c'est qu'on s'impliquerait au niveau du festival. Donc, pendant les 4 premières années de mon premier mandat, ce qu'on a décidé, c'est qu'on s'occupait d'un moment au festival et on s'occupait de la cuisine. Donc, c'était, entre autres, notre contribution municipale. Là, aujourd'hui, les gens c'est plus individuel, mais on essaie de s'impliquer le plus possible. C'est sûr qu'avant l'événement, on est très impliqués. Puis, durant l'événement, bien, les gens, individuellement, là, s'ils sont intéressés, là, ils peuvent en faire. Il y a toujours de la place pour avoir des bénévoles, parce que, comme n'importe quel événement, ça en demande beaucoup. Donc, quand les gens veulent s'impliquer ou quand les gens veulent mettre du temps, bien, il y a cette possibilité-là là, de pouvoir le faire. Et puis, pourquoi est-ce que les gens devraient venir assister à ce festival-là? Mais que ce soit seulement pour venir chercher une assiette de poisson pour pouvoir y goûter, ça vaut la peine. Et après ça, bien, il y a toutes les activités qui viennent autour. Là, toutes les activités, c'est-à-dire autant, là, comme je vous disais, le jog curling,
qu'il y a eu. Je ne sais pas si on va l'avoir, si ça va rester, mais ça a été couru. Que ce soit au niveau là, de la pêche durant, c'était le dimanche. Là, je dis c'était parce que on n'a pas encore la programmation pour la prochaine année qui s'en vient, donc pour le 50e. Je ne sais pas s'il va y avoir des petites modifications pour le 50e, mais il y a le tournoi de pêche qui est vraiment couru aussi. Puis c'est une belle journée, puis habituellement, il fait toujours beau. Des fois, c'est froid, on s'habille, puis on en profite, puis on est dehors, on passe la journée à l'extérieur. Il y a de la musique aussi le vendredi soir. Le samedi soir aussi, il me semble qu'il y en a aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment un endroit qu'il faut arrêter. Puis durant l'hiver, il y a quelques événements, mais moins que l'été. Tu sais, l'été, presque toutes les fins de semaine, il y a des événements. L'hiver, on en a moins, donc il faut en profiter quand les événements passent. Alors, pour cette prochaine section, on accueille Danielle Barrette avec nous parce que là, on va parler vraiment des enjeux propres à la municipalité Laverlechère-Anglier. Mais tout d'abord, si on parle là, de la planification stratégique au Témiscamingue en ce qui concerne la démographie, on sait qu'en 2022, le Témiscamingue espère attirer au moins 500 nouveaux arrivants sur le territoire tout entier. En ce qui concerne votre municipalité, est-ce que vous espérez accueillir de nouveaux arrivants? Oui, c'est sûr qu'on l'espère, là. Puis on est en train de regarder aussi, si on regarde dans le secteur d'Anglier, on regarde à développer, entre autres, plus le côté au niveau villégiature. On est en train de regarder pour faire du développement de terrain dans ces endroits-là. Donc ça fait partie dans le fond, d'avoir des endroits pour accueillir justement de nouvelles personnes. Et puis, si on parle vraiment secteur anglier, sur quels atouts, là, tu m'as parlé de villégiature, sur quel autre atout est-ce que vous misez pour attirer des nouvelles personnes? Bien, ce qui aide beaucoup au niveau du secteur ici, du secteur d'Anglier, c'est qu'on a encore plusieurs commerces encore ici présents. C'est-à-dire qu'on a l'épicerie, on a le dépanneur, la station d'essence, un restaurant, un casse-croûte, une nouvelle entreprise qui vient de s'établir. Donc, ce qui fait en sorte que les gens ont accès aux services directement sur les lieux. Donc, les commerces sont encore là. Ça, je pense que c'est un élément essentiel quand on veut attirer de la population, de dire que les commerces sont ici, sont présents sur le territoire, dans le secteur. Et puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là, un nouvel arrivant au Témiscamingue qui vient s'installer, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui convaincre de venir s'installer dans ce secteur-ci? Bien, entre autres, il y a ça, le fait qu'on a tous les commerces, le fait aussi qu'on est un endroit où on est entouré d'eau. On a beaucoup de place aussi pour les gens qui veulent s'impliquer puis qui veulent faire partie des gens du secteur qui veulent s'impliquer. On a cette possibilité-là. Comme je dis, on a beaucoup, beaucoup de potentiel. Et puis, quand il y a des nouveaux arrivants qui arrivent à Anglier, de quelle manière est-ce que vous les accueillez? Bien, je peux vous dire qu'avant qu'on soit regroupés à Laverlechère-Anglier, il y avait plus ou moins, c'était moins évident, on faisait moins d'actions. Là, ce qu'on est en train de monter, c'est vraiment une pochette pour dire qu'est-ce qu'il y a dans les deux secteurs, puis en même temps dire, avec un peu plus d'informations. Donc, on est en train de créer une pochette. Pour l'instant, on n'est pas rendu à un comité ou une façon de faire particulière. On n'est pas rendu là, mais on est en train de voir qu'est-ce qui est possible de faire pour justement là, que les gens, quand ils arrivent, qu'ils se sentent chez eux. On ne fait pas encore la tarte au sucre ou bien là. Mais on essaie de se trouver, nous aussi, quelque chose d'original qui pourrait faire que les gens soient contents lorsqu'on les rencontre. Et puis, est-ce que vous allez les rencontrer personnellement? On a un comité qui les rencontre personnellement. Où c'est qu'il y a une personne de chacune des deux secteurs qui sont nommés et ces gens-là vont remettre une pochette aux nouveaux arrivants. Dans la pochette, il y a justement un peu tous les attraits qu'il peut y avoir un peu dans les deux secteurs. Après ça, on a, dans le secteur Laverlechère, on avait développé, le comité santé et énergie avait donné un bon pour 3 mois d'abonnement gratuit. Après ça, l'Intermarché donnait aussi un bon d'achat et ainsi de suite. Ça fait que c'était toutes des petites affaires qu'ils avaient faites. Qu'on est en train aussi de travailler avec le secteur d'Anglier pour essayer de mettre aussi ces choses-là dedans. Et puis justement, les gens, les nouveaux arrivants dans le village de Laverlechère-Anglier, est-ce qu'ils s'intègrent facilement quand ils arrivent? Bien, c'est sûr qu'il y en a. Ceux qui veulent vraiment s'impliquer, s'intégrer, habituellement, ça va bien. Là, ce qu'il faut aller, c'est aller chercher les autres qui ne savent pas trop comment,
connaissent moins de monde. Ça, c'est ces gens-là qu'il faut aller. Il y en a d'autres qui arrivent, puis ça va bien. Surtout quand on a des jeunes enfants, des fois, c'est plus simple parce que les parents se rencontrent d'autres parents. Donc, des fois, c'est plus simple. Si je me fie aussi à mon expérience, quand je suis arrivée ici, ça a été les enfants qui ont fait en sorte que c'était plus facile l'intégration à même les enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, des fois, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'essayer dans le fond, de les approcher. Donc, c'est trouver une façon, sans les oublier, de trouver une façon d'aller chercher ces gens-là. Et c'est là que, comme Daniel mentionnait, qu'il faut trouver peut-être quelque chose d'original, différent, qui pourrait nous permettre d'aller chercher ces gens-là. Ce qui est regrettable un petit peu dans le secteur d'Andelier, c'est qu'il n'y a plus d'école. Ça fait que les jeunes familles ne viennent pas s'établir. Ils ont beaucoup plus de difficultés parce que là, si les jeunes, les gens veulent envoyer leurs enfants dans les écoles, il y a beaucoup de transport scolaire à faire. Et puis, là, maintenant, on va parler vraiment des enjeux propres à la municipalité de la Verlochère-Anglier. Quels sont les principaux enjeux de la municipalité au complet? Bon, les principaux enjeux, on pourrait dire qu'au niveau du secteur d'Anglier, c'est toujours notre fameux projet d'eau potable qui est encore sur la carte. Puis, où est-ce que toute l'énergie, je dirais, pas toute l'énergie, mais au niveau le financier, au niveau les rencontres, ça, on met beaucoup de temps et des sous dans ce projet-là. C'est des sous qui viennent de la taxe d'accise sur l'essence, excuse. Puis c'est sûr, mais c'est dommage qu'on est obligé encore de faire des études et il n'y a rien, il n'y a même pas une pelletée de terre encore de fait. Donc, c'est encore, tu sais, c'est beaucoup de temps à mettre à rencontrer les ministères. Tout ça. Donc, ce projet-là est encore sur la table. Donc, ça, c'est un gros enjeu dans ce secteur-ci. Et oui, Andelier, c'est le gros enjeu, c'est comme Lina dit, c'est l'eau potable. Et moi, pour y être arrivé en janvier 2018, j'ai commencé à fouiller dans les archives de la municipalité. Et on s'aperçoit que ça fait 30 ans qu'on travaille sur ce dossier-là et il n'y a encore rien de réalisé. Puis on est encore à la case départ. Beaucoup de sous ont été investis pour essayer de trouver des solutions, puis on n'a pas encore trouvé. Fait que je pense que c'est l'enjeu principal pour les prochaines années dans le secteur Andelier. Il va falloir. Puis pour la municipalité, c'est aussi un gros problème parce que les infrastructures existantes sont déjà sont désuètes. Fait qu'ils ont beaucoup de sous à mettre à tous les ans là-dedans, juste en réparation. Fait qu'il faut absolument trouver une solution à court terme pour venir en bout de réaliser le projet. Et puis, pas d'eau potable à Anglier. Comment est-ce que vous faites pour offrir un service d'eau tout de même aux résidents? Bien, c'est la deuxième année. Là, que le projet va prendre fin, par contre, en décembre. On va essayer de regarder pour le prolonger. Ce qu'on remet aux gens qui ont accès à l'eau du village non potable, là, c'est des billets pour pouvoir aller chercher une cruche d'eau. Donc, ils ont droit à une cruche d'eau par semaine qu'ils peuvent aller chercher à l'épicerie. Et ça, c'est défrayé par le ministère. C'est ça, ce qu'on veut faire, c'est essayer de voir est-ce que ce projet pourrait encore perdurer le temps que les travaux se fassent. Là, ça va être encore des rencontres qu'on va devoir avoir avec les différents ministères, puis voir si ce projet-là pourrait continuer. Parce que ça donne un gros coup de pouce aux gens là, qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui restent dans le village. Mais c'est la même eau que les gens ont toujours utilisée depuis qu'Andelier a été fondé, là. Mais c'est certain qu'avec les nouvelles normes du ministère aujourd'hui et ainsi de suite, ça demande un eau beaucoup plus potable, aussi qu'il n'y a pas de coliformes et ainsi de suite, de bactéries, ces choses-là. Ça fait que c'est sûr que le ministère de l'Environnement nous pousse beaucoup aussi dans le dos pour qu'on puisse réaliser quelque chose. Mais on s'attend qu'on devrait finir par y arriver, là, dans les prochains mandats on devrait arriver à quelque chose une solution, en tout cas, qui est réalisable. Puis au-delà de l'eau potable, c'est aussi tout le réseau qui est désuet. C'est là qu'est l'élément majeur parce que pour l'eau potable, on peut trouver des alternatives, mais là, présentement, c'est tout ce qui est le réseau d'aqueduc et d'égouts qui est vraiment problématique. Et ça date de plusieurs années. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on consomme à peu près l'équivalent de la ville de Montréal. Mais c'est pas qu'on consomme, c'est parce qu'il y a tellement de pertes que c'est ça qu'on est obligé de traiter pour que les gens aient de l'eau. Donc, c'est vraiment majeur, là. Quand je dis qu'il faut qu'on fasse de quoi, c'est dans ce sens-là. Là. C'est un système désuet. Puis Andelier, l'autre chose qu'il faut se dire aussi, c'est qu'Andelier est construit sur le roc. Ça veut dire que le matin aussi, ça veut dire que les canalisations ne sont pas profondes.
Et qu'est-ce qui fait que le projet prend autant de temps à se réaliser? C'est quoi le problème, la solution, en fait? Bien, je dirais, un des problèmes, c'est que là, il faut que les ministères s'entendent aussi. Puis on a commencé... Quand on a commencé le projet, au début, on avait une firme d'ingénierie. Et là, quand on a recommencé, on a eu une autre firme d'ingénierie c'est 2 projets. Ils ont fait 2 fois les mêmes études, mais avec 2 résultats différents. Donc, on a encore payé pour ça. Au niveau des ministères, bien là, on a le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports, le ministère des Affaires municipales, qui doivent s'entendre aussi. Donc, tu sais, c'est pas juste Angli qui décide, là. On doit s'entendre ensemble pour faire ce projet-là. Donc, c'est ça qui fait que ça prend du temps, là. On fait affaire avec beaucoup de ministères. C'est qu'il y a le ministère des Transports qui est un gros partenaire dans ce dossier-là. C'est qu'on est sur une route ici à Andlier, la rue principale, qu'on pourrait dire, c'est une route numérotée. Donc, le ministère des Transports se doit de mettre son mot à dire aussi sur la façon qu'on va construire ces infrastructures-là. Et j'imagine qu'il y a une question de budget aussi là-dedans, là. Oui, c'est sûr. La question de budget est toujours là. Mais avant qu'on parle parce que c'est sûr, si c'est trop onéreux, on ne pourra pas. Fait que c'est là qu'on dit, nous autres, on a des solutions, peut-être qui coûteraient moins, mais il faut qu'on s'entende pour trouver une solution qui habille tout le monde. Fait que c'est là qu'on est rendu. Puis après ça, on regardera le projet d'eau potable. Mais comme je dis, la première chose, c'est se concentrer sur le réseau, c'est-à-dire la canalisation. Une fois que cette étape-là va être réglée, après ça, ça va bien aller. Je considère, moi, c'est un projet très onéreux parce que Andlier est assis sur un cap de roche. Et très peu, le village est quand même pas très grand, très peu de maisons, peut-être 80 à 100 résidents qui vont avoir accès à ce projet d'eau potable-là. Donc, il faut que les coûts soient distribués avec ces gens-là. Donc, ça fait un projet très onéreux. En étant aussi sur le roc, il va falloir faire beaucoup de dynamitage. Fait que c'est là qui vient augmenter les coûts, ce qu'on ne voit pas dans d'autres municipalités, ou ce qui pourrait peut-être se faire dans d'autres municipalités aussi, mais beaucoup plus grosses. Donc, les coûts seraient répartis à moins d'individus. On a un projet ici dans le secteur Andlier qui se travaille aussi depuis fort longtemps et qui est beaucoup plus agréable que le projet d'eau potable. C'est un projet qui pourrait nous donner de très belles retombées. C'est une mini-centrale électrique. Lina est très bien placée pour en parler. Je pense qu'on va lui laisser faire ça. Elle va être très, très heureuse de discuter de ce projet-là. Bien, c'est sûr qu'on est encore sur le projet qui date de plusieurs années, qui est le projet avec la régionale, qui est un projet d'une mini-centrale hydroélectrique, qu'on essaie d'avancer. C'est pas évident, mais qu'on continue toujours d'essayer de travailler pour remettre ce projet-là, parce ce qu'on se disait, c'est une fois le projet en place, bien, ça nous permettrait d'avoir des retombées. Et ça, pour l'instant, on n'a malheureusement pas accès à ces retombées-là parce que le projet n'est pas encore réalisé. Mais on travaille de façon régulière encore, de façon... presque à toutes les 2 semaines, il y a des petites rencontres pour dire où est-ce qu'on en est rendu. Mais c'est pas évident, mais on continue. On lâche pas le morceau. Puis si on pouvait dire que ça a le lieu, bien, mettons que ça risque de nous aider financièrement, l'ensemble de la municipalité. Là. Ce projet-là, c'est quoi, en fait? Okay. C'est un projet, une mini-centrale hydroélectrique qui se ferait à partir du barrage qu'on a là, étant donné que l'eau circule de toute façon par ce barrage-là, qui pourrait turbiner et pourrait faire de l'électricité. Que cette électricité-là serait vendue, dans le fond, à Hydro-Québec, mais ça permettrait d'avoir des redevances et des retombées. Donc, c'est ça qui est intéressant. Dans le fond, c'est une mini-centrale et ça va au fil de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, elle n'a pas le choix, elle descend, donc elle circule déjà, là. Fait que c'est un projet qu'on travaille, mais qu'on travaille fait déjà plusieurs années et qu'on continue à travailler, ce projet-là. Puis on a toujours d'autres projets aussi que je regarde. On cherche toujours des projets, des subventions, entre autres pour rénover Comme nous, on a le centre communautaire qui est l'ancienne école, qui est l'ancienne école centrale. Mais celle-là, on essaie toujours de trouver des financements pour l'améliorer. Donc, les comités à l'intérieur de ce bâtiment-là, il y en a qui sont capables d'aller chercher du financement, que ce soit l'Âge d'or ou que ce soit la bibliothèque. Mais ça reste qu'il faut continuer à trouver des subventions pour ne pas perdre ce bâtiment-là. Parce qu'on a vu, là, au fur et à mesure, si on le laisse aller, on va le perdre. Et c'est pas ce qu'on veut parce qu'il y a un cachet particulier dans le village. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres projets pour la municipalité? Le secteur Anglier, là, si on se base un petit peu sur le secteur Anglier, d'autres projets à venir?
Bien, c'est sûr qu'on pourrait dire qu'il y a toujours des projets. Hein? On parle de villégiature, on parle de camping avec ce que je vous ai dit tantôt là, au niveau de pour faire ajouter soit de l'eau, de l'électricité. Avec le centre communautaire, bien, au niveau de la bibliothèque, l'agrandissement de la bibliothèque qui est en train de se terminer. L'Âge d'or qui améliore beaucoup son emplacement au niveau du bâtiment. Donc, ça, on en a toujours à tous les jours, puis on cherche des subventions tout le temps. On essaie que ça coûte le moins cher possible, puis qu'on puisse avancer ces projets-là. Fait que c'est pour ça dès qu'on a une opportunité d'avoir un projet, bien, on essaie de monter, de l'écrire et de le déposer pour aller chercher au moins une partie des sommes, pour pas avoir à ce que ce soit l'ensemble de la population qui a à défrayer. Donc, notre mandat, c'est d'aller chercher ces projets-là pour pouvoir postuler dessus, là. Et c'est sûr, si je reviens avec le projet de la centrale, la mini-centrale, c'est qu'on a pour notre dire que tout l'eau qui passe par le barrage, pourquoi qu'on ne la ferait pas passer dans une turbine? C'est la même eau qui a à s'écouler. Donc, on se disait, profitons-en, essayons d'aller chercher quelque chose avec ça. Et il y avait la compagnie, la régionale, qui travaille avec nous autres dans le dossier, qui eux, se disent aussi la même affaire. Cette eau-là circule et ne sert à rien. Profitons-en, faisons-la fructifier, si on veut. Fait que ce projet-là pourrait donner de bonnes retombées. Et c'est un peu ce que les anciens, ceux qui ont été avant nous autres, les maires avant nous autres, les conseillers avant nous autres, ont beaucoup travaillé. Ils se disaient qu'avec ça, ils pourraient améliorer le village, donc refaire l'eau potable, refaire les canalisations, et ainsi de suite. Eux pensaient qu'il pourrait y avoir de très bonnes retombées, qui aiderait justement à payer toutes ces nouvelles infrastructures-là. Et c'est la même chose qu'on pense nous aussi. Là. Si ce projet-là se réalisait, il y aurait de très bonnes retombées au Témiscamingue et au secteur andlier. C'est sûr que ces retombées-là, c'est une entente qu'on se doit d'avoir avec les communautés autochtones. Et on est bien d'accord avec ça. Déjà, il y a une entente qui a été... une entente qui s'est faite, mais qui n'est pas signée encore entre les communautés autochtones puis la municipalité et le secteur andlier, mais qui devrait se faire sous peu. Mais que cette chose-là soit partie, on pourra aller plus loin. Alors là, Lina et Daniel, on a fait le tour de la municipalité, bien pas de la municipalité, mais du secteur anglier, de la municipalité La Verlochère-Anglier. Là, c'est pas fini. Par contre, on n'a pas vu la municipalité au complet, là. Non, il nous reste encore le secteur de La Verlochère. Je pense que vous allez avoir de belles surprises, mais qu'on visite aussi le secteur de La Verlochère. Andlier est un très beau secteur où c'est que vous avez vu le secteur touristique, industriel et ainsi de suite. Mais à La Verlochère, nous aussi, on a certaines belles places à vous démontrer. J'espère que vous serez présents. C'est certain qu'on va être présent, alors on se retrouve là. Et Lina, merci beaucoup à toi aussi de nous avoir présenté tes coups de cœur, les attraits touristiques, de nous avoir présenté ton secteur d'Anglier. Et on invite bien évidemment les gens à aller vous visiter. Hein? Bien oui, certain. Puis comme on a fait avec le Teardropper Chantier de Léon, bien, ils sont ouverts, les sites sont ouverts. Puis on est toujours très accueillants ici. C'est un village très accueillant. Donc, passez, venez nous voir. Merci beaucoup encore. Merci. Merci, bonne journée.